Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ce direct Lincoln. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir, de vous recevoir dans cet deuxième épisode d'un sujet qui est passionnant, du moins passionnant pour mes invités, passionnant pour moi, et avoir des commentaires que j'ai reçus, que nous avons reçus après la première diffusion en avril dernier. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, semer l'idée et repenser l'entrepreneuriat en période d'incertitude. Donc, dans un contexte économique, géopolitique que nous connaissons actuellement, d'arriver avec de nouvelles idées, de penser autrement, de sortir de la boîte, comme on dit souvent, puis de regarder différents modèles qui s'offrent à nous et des modèles novateurs. Donc, je vous dirais que le modèle coopératif est vraiment, je vous dirais pas la solution absolue, mais une solution à envisager. Et pourquoi envisager une solution comme celle-ci? Bien, nous avons deux invités aujourd'hui avec lesquels nous allons avoir le plaisir de partager puis d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, des sujets qui vont nous permettre d'approfondir ce qu'on a regardé en avril dernier ensemble. Donc, un premier invité, Michel Paradis. Bonjour, bonjour. Donc, Michel, qui est médiateur accrédité et conseiller stratégique chez Ecomenia et spécialisé en développement économique durable. Donc, avec Michel, on va avoir le plaisir d'aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Notre autre invité, qui est Charles Pouillotte, directeur régional à la CDRQ de Québec, un expert en développement coopératif à la Coopérative de développement régional du Québec. Et Michel compte plus de 25 ans d'expérience à l'international, ce qui lui sert également beaucoup de référence à l'intérieur de son rôle. Bonjour Michel. Charles, bonjour. C'est bon, hein? Je commence à confondre les deux. Mais c'est bon, tu tiens à ton identité. Hein? C'est important. Donc, aujourd'hui, on va parler de vision, d'alignement, de croissance, d'impact, d'émergence, mais on va rentrer dans des éléments un petit peu plus techniques pour plonger dans les dimensions pratico-pratiques, juridiques, financières, stratégiques du transfert d'entreprise dans un modèle coopératif durable. Donc, messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir et de se faire un petit brin d'humour dans une journée qui se veut un petit peu pluvieuse à l'extérieur, mais qui va être pleine de soleil à l'intérieur de nos activités. Tout à fait. Ben, c'est un plaisir encore d'être avec vous autres. Merci. C'est vraiment plaisant. Et d'entrée de jeu, ben, j'ai préparé plusieurs questions que je vais vous adresser, bien entendu avec notre sujet d'aujourd'hui. Puis je vais commencer avec toi. D'abord, je vais t'appeler Charles. Aucun problème, ça me fait plaisir. Bonjour, comment vas-tu? Donc, avec Michel, ouais. Puis, la première question que j'ai pour toi, là, quelles sont les principales étapes légales à prévoir pour convertir une entreprise capital-action en une entreprise dans un modèle coopératif? Ouais. Alors, on s'entend que ça va être un survol, puis le premier conseil que j'aurais indiqué à des employés ou à des entreprises là, qui évaluent cette possibilité-là, l'importance d'être accompagné, parce que ne serait-ce que par le survol qu'on va faire, déjà, on va se rendre compte quand même là, qu'il y a des éléments importants dont on doit tenir compte. Le premier, c'est vraiment ce que j'appellerais l'étude d'impact. S'assurer que, on l'a dit tantôt, hein, c'est peut-être pas le modèle coopératif est peut-être pas le seul, mais peut être une option intéressante. Donc, il faut l'évaluer. Est-ce que ça correspond à la réalité de l'entreprise? Puis, est-ce que pour les employés, qui inévitablement prendraient un rôle plus important, est-ce que ça fait partie de leur aspiration? Puis, éviter les mythes aussi. Donc, avoir quand même un élagage en amont, un éclairage pour s'assurer que l'ensemble des intervenants sont quand même sur le même pied d'égalité en termes de compréhension. À cet effet-là, Charles est là, puis je le redis, des organismes comme celui que Charles dirige demeurent des références de premier plan pour aller plus loin, voire même être là en amont. Donc, je le tiens à préciser. Alors, du moment hypothèse là, qu'on a fait l'exercice et que ça répond vraiment aux aspirations de chacun et chacune, il faut qu'au départ, au niveau organisationnel, il y a une décision au niveau des actionnaires qui est vraiment là
par une résolution, soit adaptée aux 2/3 ou aux 3/4, une résolution hors de tout doute, là, qui préconise le fait que l'entreprise va se transformer et va devenir une coopérative. Ça peut être aussi le fait que des employés qui décident en partie de vouloir se constituer une coopérative à l'interne, à l'intérieur de l'entreprise, tout en s'assurant que la structure légale va demeurer telle que telle. Mais il faut avoir une résolution des actionnaires aux 2/3 ou aux 3/4, donc ce qu'on appelle un vote qualifié, pour s'assurer qu'à ce moment-là, les dirigeants comprennent qu'éventuellement, dans la mesure où on prend l'hypothèse que l'entreprise va être transformée en sa totalité sous forme coop au plan légal, là qu'il y a un changement même au niveau de la gouvernance. Il y a une compréhension du fait que là, on va passer vers un mode de gouvernance, mais un mode démocratique, un vote, un membre, un vote, et toute cette réalité-là qui va changer ou va nécessiter une adaptation à la fois pour les dirigeants de l'entreprise, surtout lorsqu'on parle de transition, mettons qu'on parle d'une petite ou moyenne entreprise, que le cédant va demeurer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, aussi qu'ils soient conscients de cette nouvelle réalité-là. Et pour des employés pour qui ça va être nouveau, ça va impliquer aussi une implication beaucoup plus proactive. Donc, de prendre conscience qu'ils ne sont pas juste dans un mode passif pour recevoir ou, je dirais pas subir, mais appliquer les décisions de la direction. Et ils deviennent désormais dirigeants. Donc, c'est toute une nouvelle mentalité qui se doit d'être prise en compte. Et à ce moment-là, cette étape-là, elle est cruciale. Lorsque fait à ce moment-là, et puis que bon, le mode de financement va aussi avoir été déterminé, à savoir est-ce que ce soit des actions privilégiées qui seront émises par l'entreprise de manière à être des actions rachetables par le biais de la nouvelle coopérative. Quel mode de financement sera préconisé? Va nécessiter tout ce modèle-là, cette manière de procéder, va nécessiter en amont une évaluation marchande de l'entreprise. Ouais. Donc, s'assurer que, bon, ça va aussi permettre de déterminer est-ce que la coopérative a la capacité financière, entité légale en devenir, de pouvoir effectuer l'acquisition. Hypothèse maintenant que le tout est fait adéquatement, là, donc, en ce moment-là, on va passer à l'incorporation de la coopérative. Elle peut s'incorporer soit au niveau provincial, par le biais de la loi des compagnies du Québec, donc le chapitre approprié, ou encore au niveau fédéral, tout dépendant des aspirations de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'incorporation, il y a toute la constitution de l'organisation de la coopérative, sa mission, sa vision, les conditions des membres, c'est quoi, quels vont être les biens qui vont être fournis, etc., les droits, les obligations de chacun, chacune, le mode de financement au niveau des parts sociales, de quelle manière le tout va être opéré. Bref, là, ce qu'on appellerait vraiment, même dans le cadre d'une entreprise conventionnelle, des éléments très down to earth, que je dirais, mais qui sont nécessaires d'être faits. À cet effet-là, un juriste en bonne et due forme là, serait très pertinent pour les accompagner parce qu'il y a quand même des particularités au niveau d'une coopérative de ce côté-là. Par la suite, lorsque tout est fait, on arrive au dépôt des documents auprès du registraire de l'entreprise. Puis là, à ce moment-là, l'entité légale, qui s'appelle maintenant la coopérative, elle existe. Et c'est à partir de ce moment-là que le transfert, donc lorsqu'on parlait de rachat des actions, alors le transfert des actifs de l'entreprise peut être effectué au sein de la coopérative, de même qu'au niveau des dettes et autres. Donc, tout deviendra de la responsabilité de la nouvelle entité légale. Par la suite, lorsque c'est fait, là, on en arrive à cette première assemblée générale où on aura notre premier conseil d'administration qui va être élu. Et c'est à ce moment-là que là, tout le processus de vote, de sélection de qui s'assumera la direction de la coopérative sera fait. Et bien évidemment, comme je vous dis, c'est rien qu'un survol. Imaginez si on fallait qu'on aille en détail. Mais très grossièrement, là, lorsque le tout est fait, un des éléments qui est fondamental, et encore une fois, des organisations spécialisées dans le domaine sont là pour le faire, c'est que pour les nouveaux dirigeants, c'est nouveau. Donc, ça veut dire un accompagnement en termes de formation. Ouais. Il y a des manières de faire, il y a une procédure à respecter, il y a des devoirs et obligations par rapport aux dirigeants qui sont spécifiques. Donc, à cet effet-là, il faut aussi que, bien évidemment, c'est toujours préférable que la formation ait été faite en amont, mais il en demeure pas moins que lorsqu'on en arrive au niveau de la direction, avec toutes les modalités que ça implique, il y a un soutien qui doit être nécessaire pour la suite. Donc, c'est à ce moment-là, au fur et à mesure que là, l'apprentissage se fait. Mais je réitère encore une fois que c'est pas quelque chose qui se fait là, dans un claquement de doigts. Le mode de préparation est fondamental pour faire quelque chose de bien. Là.
Oui, puis fondamentalement, il y a des changements majeurs qui se produisent. Tu sais, tu faisais référence à l'instant à mission, vision, valeur au niveau de l'entreprise, mais l'entreprise qui se forme dans une forme juridique X, incorporée, qui passe un mode coopératif, donc il y a un travail qui est à faire. En amont, oui, absolument. Un point qui est très, très, très important que tu soulevais également tantôt, les règles de gouvernance. Donc, les règles de gouvernance, c'est parce que là, on a des personnes qui sont dans un statut d'employé et qui ne sont plus dans un statut d'employé, dans un mode coopératif. Donc, ça amende et ça implique un changement au niveau du mindset. Là, je suis plus un employé à l'intérieur de l'organisation. Je suis participatif à l'organisation. Exactement. Donc, ça demande des bonnes réflexions. Et oui, je pense que l'accompagnement est de mise parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, d'inconnus. Et l'être humain, face à l'inconnu, souvent, il va avoir tendance à paralyser puis à être en retrait. Et ce qu'on a besoin dans ce modèle-là, c'est que les gens soient impliqués. C'est pas un rôle passif, c'est un rôle actif. Cet élément-là s'applique même lorsqu'on parle d'une session d'entreprise de manière très conventionnelle où il n'y a pas de changement de statut juridique. Le simple fait d'avoir un nouveau directeur ou directrice générale ou un nouveau propriétaire va créer justement ce sentiment de fermeture pour certains types, pour certains employés. Et la réaction est fondamentale. Comment intégrer ces personnes qui sont rébarbatives? C'est nouveau et nouvelle pour elles. Et lorsqu'on parle de transparence, de communication, dans tous les cas de figure, que ce soit un transfert d'entreprise usuel ou qui amène cette dimension tout à fait nouvelle, qui est la nouvelle réalité juridique, c'est encore d'autant plus vrai. Alors, je te rejoins là-dessus. Tout à fait. C'est un incontournable, vraiment. Merci beaucoup, Michel. J'étais pour te dire Charles. Mais Charles, la question est à toi maintenant. Là. Mais concrètement, sur quel appui financier peut-on compter pour accompagner une relève entrepreneuriale dans un modèle coopératif? Ben, merci François. C'est ce qu'à la CDRQ, on accompagne en fait là, les groupes d'entrepreneurs qui veulent reprendre une entreprise, la transférer en Inc., en coopérative. On n'offre pas de financement directement, mais on appuie au niveau de la structuration du financement. Au niveau des appuis financiers comme tels, il y en a différents. C'est sûr que comme dans n'importe quelle structure financière, faut que le groupe qui se mette en coopérative, le groupe de personnes, ait la capacité financière de rembourser le rachat de l'entreprise comme tel. Et ça, on fait ça entre autres avec Desjardins Capital, qui assistent directement au niveau des coopératives. Il y a aussi les caisses solidaires qui financent des structures coopératives et OBNL spécifiquement au niveau de Desjardins. Et en parallèle, il y a tout ce qui est des appuis comme Investissement Québec qui ont des fonds de quasi-équité pour aider justement à structurer des deals financiers à ce niveau-là. Il y a le fonds risque aussi. Il y en a une panoplie d'autres aussi. Il faut aussi prendre en compte que dans un rachat d'entreprise par un groupe de travailleurs qui se mettent en coopérative, il y a des travailleurs qui se mettent en coopérative et qui rachètent à 100%. Ça, c'est une coopérative de travailleurs. Et à ce moment-là, on travaille avec Réseau Coop. Sinon, s'ils font un rachat partiel, c'est ce qu'on appelle une coopérative de travailleurs actionnaires. Ça peut être 10%, ça peut être 17,4%, ça peut être 64%. À ce moment-là, la CDRQ, on s'en occupe directement aussi, là, sans être avec Réseau Coop. Donc, selon les situations qui se présentent, les supports, les aides financières vont être ajustées en fonction du modèle qui serait retenu. Non? Tout à fait. Et puis, sur notre site Internet, en nous consultant aussi, on va plus en profondeur. Là. On a une équipe à la CDRQ là, de financiers, on a une équipe juridique, on a une experte CPA aussi. On a toute une équipe qui appuie au niveau de la gouvernance. Parce qu'un groupe de personnes qui se mettent en coopérative, avant tout, c'est pour répondre à un besoin ou à un produit. Alors, dans ce cas-ci, le besoin, c'est de garder maintenir leur emploi, leur travail sur le lieu qui existe déjà. Alors, c'est la finalité première là, à viser. Donc, il y a des outils, il y a des ressources qui existent, il y a de l'accompagnement qui existe aussi de la part de la CDRQ pour faire en sorte que les personnes qui envisagent cette solution-là puissent se retrouver dans un accompagnement adéquat avec le financement qui est le plus approprié. Exactement. C'est notre mission première, là, justement, d'appuyer les entrepreneurs qui se mettent en coopérative dans un rachat d'entreprise. Okay. En ce cas-ci. Et j'entends bien que sur le site, sur votre site, il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Il y a beaucoup d'informations et ou de nous consulter directement là, les différents directeurs régionaux dans la province. C'est ça, parce qu'on dresse un portrait général aujourd'hui, on n'est pas spécifique dans un dossier en particulier. Exactement. Mais merci beaucoup.
Dis-moi, Michel, quel rôle joue la médiation à l'intérieur d'un dossier comme celui qu'on est en train de parler, donc de la création d'une coopérative? Quel rôle joue la médiation à l'intérieur d'un dossier comme celui-là? Je dirais comme médiateur, notre rôle, et ça c'est tout au long du processus, hein, depuis du début de la réflexion jusqu'à la période de transition, voire même par la suite, si besoin est, c'est une gestion des émotions. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, que ce soit au niveau de la réflexion, que ce soit lors de la période de négociation, il y aura toujours des moments où le non-dit devient une raison pour que le tout se transforme en obstacle. Et dans ce contexte-là, je dirais, moi, si j'avais un conseil à dire aux personnes qui sont en réflexion de ce côté-là, et que ce soit pour aller vers une nouvelle entité juridique qui s'appelle la coopérative ou un transfert d'entreprise conventionnel, n'attendez pas du moment que vous avez un soupçon qu'il y a une incompréhension quelque part, donnez-vous les outils pour vous assurer qu'on est capable de régler la problématique, même si elle est absente, en fait, parce que tout devient à un moment donné une question de perception. Donc, au niveau de toutes les étapes, on en a souvent parlé qu'au niveau de la période de négociation, notamment, oui, le rôle du médiateur peut jouer un rôle, peut être très proactif, notamment pour éviter les malentendus et pour apporter les éclairages nécessaires sur des concepts, des compréhensions ou de la façon dont les choses vont être amenées, notamment lorsqu'on parle d'une nouvelle entité juridique. Il y aura toujours cette crainte à un certain moment donné, surtout au niveau des personnes pour qui, que ce soit le cédant, il y aura toujours éventuellement cette crainte de perte de contrôle, surtout pour ceux et celles qui ont été à la tête de leur entreprise pendant 10, 20 ans, 30 ans. Et pour ceux qui acquièrent l'entreprise, peut-être aller un petit peu trop rapidement, sentant que finalement, mais je suis maintenant en contrôle. Donc, c'est s'assurer en même temps, du même souffle, que en termes d'ancrage ou en termes de vision, les parties prenantes aussi sont sur la même patinoire. Et un de ces éléments-là pour lesquels un médiateur peut jouer même un rôle plus important qu'un médiateur dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas de conflit, mais c'est d'amener un dialogue pour s'assurer que la notion notamment de pérennité devient le canevas qui rejoint les deux parties. Ça, c'est les valeurs probantes. Parce que si un chef d'entreprise souhaite céder son entreprise auprès d'une coopérative, c'est que c'est évident qu'en amont, il y a des valeurs de base qu'on retrouve au sein même du mouvement coop, c'est-à-dire d'être enraciné dans le milieu, présent dans la communauté, puis une durée dans le temps. Et à ce moment-là, lorsque comme médiateur, on est en mesure de cerner ce canevas qui rejoint les deux parties prenantes, et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de jouer notre rôle afin de maintenir la communication entre les parties. Un élément que malheureusement on ne fait pas ou on ne prépare pas de manière suffisamment adéquate, je trouve, selon moi, et sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle non pas le plan de transfert, mais moi j'appelle ça le plan de transition. Lorsque le transfert est effectué, ce qu'on appelle deals done, hein, le deal est fait. Ouais. Il en demeure pour moi que pendant un certain temps, parce qu'on parle d'un transfert, tant celui qui était propriétaire de l'entreprise que les nouveaux propriétaires de l'entreprise auront à collaborer pendant un certain temps. Et il y a des étapes de transition qui se doivent d'être mises en œuvre de manière coordonnée puis délimitée dans le temps. Non, on ne fait pas ça là comme de l'improvisation. Au contraire, c'est aussi important de planifier l'après-transaction que l'avant-transaction. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Et à ce moment-là, comme médiateur, lorsqu'on peut jouer notre rôle de manière beaucoup plus proactive, on peut accompagner même la rédaction et la conceptualisation de ce plan de transition-là. Parce qu'en amont, on aura compris et on est vraiment là sur la patinoire pour comprendre quelles sont les finalités communes des deux parties. Donc, en ayant ça à l'esprit, c'est beaucoup plus facile de proposer un plan de transition qui va concorder aux besoins des deux parties prenantes. Et puis, par la suite, bien évidemment, lorsque éventuellement le cédant aura quitté, il y aura toujours des enjeux de conflit à l'interne. On parle de gestion, on parle d'un conseil d'administration, on parle de dirigeants, on parle de direction. Donc, il y aura toujours à ce moment-là un rôle où voyez le médiateur, je dirais moi à ceux et celles qui vont diriger les coopératives, voyez le médiateur comme un outil de plus dans votre coffre à outils et qui est là pour peut-être s'assurer que même dans la quotidienneté de vos prises de décision, la communication et la compréhension de ce que vous faites est bien perçue par l'ensemble de vos collègues. Ça, c'est fondamental. Parce on se rend compte, on parle un vote, on parle d'un vote démocratique au niveau de la prise de décision et des grandes orientations. Donc, c'est différent, là. Donc, il y a beaucoup plus d'intervenants implicites, là, qui ont un rôle à jouer et pour lesquels, comme dirigeant,
On se doit d'avoir ça à l'esprit et d'en tenir compte. Oui, puis tu touches un point important, puis là où j'amène, tu sais, la discussion, c'est que souvent les gens vont regarder, bon, un intervenant de plus, des honoraires de plus, mais tu sais, une profession que les gens veulent pas, avec laquelle ils veulent pas se retrouver, c'est des avocats. Bon, voilà. OK? Ils veulent pas se retrouver avec des avocats, puis on voit que la communication, c'est un problème de société aujourd'hui, à tous les niveaux, partout au niveau mondial. Donc, à quelque part, de pouvoir exprimer les non-dits. Parce que des fois, il y a des non-dits qui sont pas exprimés, puis tu le touches très bien dans ce que tu viens de mentionner. Les non-dits sont pas mentionnés sur le coup. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et moi, j'ai une expression qui dit « tout ce qui ne s'exprime s'imprime ». Donc, je me fais des idées avec ça. Puis là, mon idée s'engrange, elle prend du volume, OK? Puis là, ça met du sable dans l'engrenage. Voilà. Donc, je pense que l'importance d'avoir, faut pas regarder uniquement l'aspect financier, puis de quoi ça coûte, puis quoi ça donne, mais c'est de regarder pratico-pratique, quelles sont les personnes que j'ai besoin d'intégrer à l'intérieur du dossier pour faire en sorte que ça se fasse sans heurts et que tout ce qui doit être dit au bon endroit. Et tout, moi, je dis que toute vérité est bonne à dire. Il faut savoir comment, quel mot utiliser, puis dans quel cadre le dire. Et en fait, c'est un investissement pour éviter qu'il y ait des coûts. Oui, exact. Dans le fond, l'apport d'un médiateur, de un, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par nature moins onéreux qu'un juriste. De toute façon, c'est le mode de fonctionnement qui est comme ça. Mais simplement de consacrer un peu de temps pour clarifier ce qui semble pas clair va coûter infiniment moins cher que de retrouver devant un litige où est-ce qu'on ne sait pas qui va gagner. Et l'autre élément qui est important, c'est que la médiation ou les modes ou les façons de faire pour permettre aux parties prenantes de se consulter et de discuter, la décision finale, c'est eux qui l'ont. C'est pas imposé par un tiers lorsqu'on est devant un litige. C'est pas un juge qui va décider pour eux. Ils sont en plein contrôle de la décision. Et ça, c'est une richesse incroyable. Là. Donc, en ce sens-là, ils maintiennent le plein contrôle sur leur organisation. C'est ce qu'une médiation ou qu'une quasi-médiation peut permettre de faire. C'est important. Et on évite les dommages collatéraux. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup. Dis-moi, Charles, en quoi la structure du modèle coopératif peut-être être plus résiliente que d'autres modèles, surtout dans des périodes d'incertitude de marché puis de marchés mondiaux, internationaux? Ben, c'est une excellente question, François. D'abord, je partagerai le fait qu'il y a des études là-dessus aussi, au niveau du CQCM, que les entreprises coopératives ont une résilience 2 fois plus longue dans le temps que les entreprises privées. Il y a des données là-dessus, ça a été démontré. Et pourquoi, essentiellement? C'est que c'est un groupe de personnes, justement, qui se mettent ensemble pour répondre à un besoin, un produit qu'ils veulent mettre en place. Et puis, le risque est partagé. Autrement dit, t'es pas tout seul à bord, t'es pas tout seul à mettre à bord. C'est sûr que, bon, faut faire des compromis, mais comme je dis souvent, bienvenue sur la planète Terre, faut en faire dans plein d'autres choses. Je trouve que le risque est partagé. C'est pas toutes tes billes que tu as à mettre. Et puis, la forme coopérative fait en sorte que, étant donné que le risque est partagé, les décisions sont prises en collégialité, tout le groupe ensemble, quoi, de façon égale, parce que c'est un membre, un vote. C'est la base même d'une coopérative. Avec le fait aussi que il y a personne qui te pousse dans le dos pour le faire. On y va de façon, je veux dire, non motivation personnelle, quoi. Ouais. Alors, puis les employés, en fait, qui se mettent en coopérative, le font aussi pour préserver leur emploi. Quand je dis préserver, c'est de s'assurer, le mot peut peut-être être un peu péjoratif, là, mais dans le sens que de garder l'entreprise en place dans la localité où l'entreprise est présentement. Donc, ça fait en sorte que c'est une motivation aussi, là. Faut pas le mettre de côté. Alors, c'est toute une économie aussi qui gravite autour d'une entreprise dans une localité. Tout ça fait que la motivation est intrinsèque à l'entreprise en tant que telle. Oui, puis souvent, dans les entreprises dites plus traditionnelles, on va voir un dirigeant, puis souvent, ce que j'entends des entrepreneurs, ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Donc, dans un modèle coopératif, quand c'est bien fait, bien structuré, puis la communication est efficace, là, puis efficiente, là, donc cette collaboration-là, cette cohésion d'une équipe de travail doit faire une grande différence également. Ben, c'est dans la définition même d'une coopérative, c'est de la coopération. Ouais. C'est des opérations qui sont faites en
collégialité, je dirais, avec d'autres. Alors, les décisions sont prises à l'unanimité, je veux dire à 50% plus 1, ouais. C'est quand il y a des votes. Et puis, c'est sûr qu'il peut y avoir une direction générale ou une gérance qui gère les opérations, mais ultimement, il y a un conseil d'administration et puis qui est élu par les membres de la coopérative. Donc, les grandes orientations sont données par l'Assemblée générale annuelle à chaque année et le conseil d'administration a comme mandat de les mettre en place au cours de l'année avec la direction générale. Fait que au niveau opérationnel, c'est géré comme n'importe quelle entreprise, mais ultimement, les propriétaires ont, en tant que membres, ont leur mot à dire pour donner les orientations de la coopérative, quoi, en lien avec les lois des coopératives. Et c'est une belle manière de briser l'isolement pour la personne qui a le goût à l'entrepreneuriat, mais pas se retrouver tout seul à l'intérieur de son bateau. Oui, puis on n'a pas besoin exactement comme tu dis, on n'a pas besoin non plus d'être un expert gestionnaire ou d'avoir des MBA ou des diplômes sur les murs, parce que justement, la gestion est partagée. La gouvernance est partagée. C'est un membre, un vote. Il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire au Québec principalement, les coopératives sont en place depuis le 19e siècle, avant même le mouvement Desjardins. Alors, c'est une forme entrepreneuriale qui a plus que sa place, pas juste pour répondre à un besoin qui n'est pas là, dans le sens que quand ça a démarré les coopératives au 19e siècle, les entreprises n'étaient pas là. Mais c'est des gens qui se mettent ensemble pour répondre à un besoin ou à un produit qui n'existait pas. OK. Bien, merci beaucoup. Dis-moi, Michel, on parle de vision puis d'alignement. Quand on parle de vision, d'alignement, on regarde du côté des entrepreneurs, certains, puis on le voit quand même assez régulièrement, ont de la difficulté à lâcher prise quand on passe d'un modèle à un autre. Comment tu vois ça? Puis quel genre d'accompagnement là, tu pourrais suggérer là, par rapport à ce lâcher prise-là? Oui. On revient. Il y a 2 temps. Le premier temps, c'est bien évident, c'est de s'assurer, et ça, c'est sur tout projet de transfert d'entreprise, hein, que ce soit en conventionnel ou qu'on amène vers une nouvelle entité juridique qui serait la coopérative. Il y a un travail au niveau, par exemple, du coaching ou de l'accompagnement plus humain, où est-ce que finalement, il faut s'assurer que les dirigeants sont prêts et qu'ils sont rendus là. Fait que ça, c'est pas simplement c'est pas de le faire lorsqu'on en arrive à la transaction. C'est de le faire en amont même, avant même là, que le processus ait débuté. Et quand on parle d'un plan de transfert, c'est de le faire déjà à ce moment-là. Ça se voit au niveau du transfert d'entreprise ou un transfert de direction. Je connais implicitement une situation d'une association où le directeur général n'était pas du tout prêt. Et ils ont quand même embauché un directeur général adjoint qui allait normalement devenir un nouveau dirigeant après 1 an. Finalement, on s'est rendu compte que la communication n'était pas là, l'accès à des dossiers n'était pas aussi facile que prévu. Donc, tu vois, la préparation mentale, ça doit d'être fait au départ. Mais hypothèse que cette chose-là a été faite et que, bon, bien évidemment, même si la personne est prête psychologiquement, on parle du dirigeant ou des actionnaires, même si la transaction se fait, l'après-coup demeure et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, émotivement parlant, il y a un peu de nostalgie ou quoi que ce soit, puis bref, la nature humaine est complexe. Non, ne serait-ce que pour cette raison, l'importance, et je disais tantôt, le plan de transition, je parlais du plan de transfert, mais l'importance du plan de transition, c'est aussi important que le plan de transfert. Et donc, à ce moment-là, le lâcher-prise peut à ce moment-là être géré de manière humaine à l'intérieur d'un cadre qui est le plan de transition avec des étapes qui vont se permettre finalement aux cédants de pouvoir le faire le tout en douceur et en respect. Et à l'intérieur de ce cadre-là, c'est là qu'il y a des valeurs importantes qui doivent être mises de l'avant. Parce que tout humain a besoin d'être valorisé. C'est important pour le cédant de dire que, bon, oui, j'ai cédé, puis là, je vais rester pendant un certain temps, mais cette reconnaissance du travail qui est accompli. C'est assurer qu'il n'y aura pas un changement de cap au niveau de la mission, vision, valeur, d'une manière en 45 minutes, si tu me permets la caricature. Que tout se doit de se faire aussi de manière avec le respect des personnes, donc de manière graduelle. Il ne serait-ce aussi que pour le respect de l'écosystème qui sont habitués à faire affaire avec l'entreprise d'une certaine manière, en fonction d'un respect de la culture de cette entreprise-là. Donc, pour y arriver, l'important, la première étape, lorsque on veut vraiment s'assurer que le tout va se faire adéquatement, c'est est-ce que les valeurs, la mission, vision, valeurs sont concordantes? Je revenais tantôt avec la notion de durabilité, de pérennité. Ces notions-là sont l'ancre, permettent finalement
de donner le cadre à l'intérieur duquel les autres décisions vont être prises. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, permettre au cédant d'avoir un rôle, mais qui va lui être adapté en fonction de ce qui l'anime, sachant lui-même qu'un jour il va quitter, parce qu'il aura cette certitude que l'entreprise poursuit sur des valeurs qui sont concomitantes avec les siennes. Ça, c'est fondamental. Dans un deuxième temps, il faut avoir une collaboration et un travail. On parlait tantôt, que ce qu'on dit que les entrepreneurs se sentent seuls. L'opportunité du travail en coopérative pour le cédant qui va faire la période de transition, qui va être impliqué dans cette période de transition-là, c'est cette possibilité de contribuer à la prise de décision de la nouvelle direction. Donc, à ce moment-là, il est aussi une valeur ajoutée. Il fait partie prenante des orientations. Donc, ce faisant, il faut que ce soit inclusif. Il faut qu'il y ait une approche participative. Et ça, c'est cette ouverture qui est nécessaire de la part des nouveaux membres coopérants et de la nouvelle direction générale et du conseil d'administration. Je parlais de coaching tantôt. Ça va être tout au long de la période de transition. Ouais. Il faut que, là, on ne parle pas de médiation. Je parle vraiment de coaching. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien de ça. C'est s'assurer qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'approche, le cédant tient le cap, tient la route et comprend qu'éventuellement, il devra quitter. Bien qu'on aura pu le déterminer dans le temps par le plan de transition, même si c'est marqué, c'est indiqué puis qu'il y adhère, il en demeure pas moins que, humainement parlant, ça va être difficile si jamais il n'y a pas cet accompagnement adéquat. Donc, un coaching, mais de proximité tout au long de ce cadre-là, ce processus-là, c'est fondamental. Et à partir de là, du moment que tous ces ingrédients-là sont bien mis en place, moi, je considère que l'important, ce sera toujours de maintenir une communication qui est limpide, qui est transparente, qui ne laisse pas de sous-entendus, pour s'assurer que finalement, que le lâcher-prise va devenir implicite et naturel pour le cédant et pour l'ensemble des parties prenantes. L'humain étant l'humain. Puis quand on parle de lâcher-prise, moi, j'associe souvent le lâcher-prise à une peur. Oui. Donc, la peur de pas bien faire les choses ou la peur de déléguer trop vite, la peur que la personne ne mérite pas nécessairement le niveau de confiance sur 100% des aspects qui sont transférés. Oui. Donc, je pense que on parlait d'émotions tantôt, oui. Tu le soulevais. Oui. Donc, de gérer les émotions chez l'humain, là, c'est un travail qui est demandant. Mais de prendre ce temps-là de gérer les émotions, tu sais, sur papier, là, on parlait de transfert d'entreprise. Sur papier, il y a des chiffres. Bon, on parlait de financement tantôt, etc. Mais l'aspect humain, l'aspect relationnel est hyper important. Surtout lors de la période de transition, parce que à cette étape-là, il faut bien comprendre que normalement, le financement est accepté. La transaction est faite. Donc, il n'y a plus d'enjeu d'ordre légal, il n'y a plus d'enjeu d'ordre financier. Là. Ça, c'est fait. Malheureusement, il peut y arriver que des ententes qui vont prendre fin parce que justement, cette dimension-là humaine n'aura pas été au départ aussi bien encadrée qu'il se devrait de l'être. Et puis, en même temps, s'assurer d'une souplesse, d'une écoute, d'une attention. Parce qu'inévitablement, regarde, c'est quand même la plus grande transaction, tant pour les employés qui deviennent propriétaires, que pour le dirigeant qui cède. Cédant. Voilà. Oui, Charles? Peut-être en complément à ce que mon collègue Michel est en train de partager ici. Quand on est dans une transaction de cédant puis de reprenant au niveau d'une entreprise, le facteur humain est vraiment important et même capital. Quelque chose qui est souvent pas soulevé, puis vous me corrigerez là, si je me trompe, mais pour motiver justement un cédant à vendre son entreprise aux travailleurs qui se mettent en coopérative, à ses travailleurs, c'est que plus souvent qu'autrement, dans une petite localité, par exemple, l'entrepreneur qui vend son entreprise, c'est presque sûr que quelques années plus tard, elle va être délocalisée parce qu'elle va être achetée par un concurrent plus gros. Ah, oui. Alors, l'entrepreneur, il va avoir encaissé un beau petit magot. C'est souvent son fonds de retraite. Exact. Souvent, la personne reste dans la même localité. Fait que ça peut devenir gênant, 5, 6, 7 ans après qu'il est vendu, d'aller au supermarché, de voir ses anciens employés que là, il n'y a plus d'entreprise, a été délocalisée, alors que lui, ben, il arrive avec la grosse voiture et tout. Fait que c'est une motivation aussi pour le cédant. Puis c'est un facteur humain qui est souvent pas verbalisé, mais qui fait partie de l'histoire de tout ça aussi. Parce que dans un transfert d'une entreprise à une forme coopérative, faut que
ignition, comme on dit, là, que l'idée naissante vienne du cédant au départ. Les travailleurs peuvent peut-être vouloir, mais je veux dire, ils n'ont souvent pas le will ou la volonté. Il faut que ça parte du cédant plus souvent qu'autrement. Oui. C'est le petit complément que je pense que c'est important. On parlait des non-dits tantôt. C'est ça, exactement. C'est là où c'est important d'avoir des personnes de référence qui connaissent les aléas. Vous l'avez vu, là, vous avez vu tomber la neige. Là. Mais de connaître tous ces aspects-là pour faire un accompagnement qui est adéquat puis qui n'est pas en surface, mais vraiment en profondeur pour s'assurer que tous les points sont vus et éviter les soubresauts qui pourraient venir par la suite. Exactement. Une question pour toi, Charles. Quels sont les avantages fiscaux pour des employés qui considèrent de mettre un modèle coopératif en place pour l'acquisition d'une entreprise? Bon. C'est une très bonne question. Il y a des nouveaux en fait, il y a un nouveau programme au niveau fédéral, sans rentrer dans les détails. D'abord, je suis pas un fiscaliste moi-même. Ouais. On a dans mon équipe, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il faut rentrer en contact avec nous. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un avantage que le fédéral est en train de mettre en place. C'est pas encore fait pour les cédants. Certains avantages fiscaux au niveau des cédants. Pour les reprenants, il y a ce qu'on appelle au niveau de la loi des coopératives, c'est le RIC. Autrement dit, dans les parts privilégiées qui sont rachetées, il y a la part, le capital social, par exemple, en comparaison, le 10 $ chez Desjardins. Pour une coopérative, ça peut être un autre montant. Là, c'est toujours décidé, ça peut être 500, ça peut être 5000. Il y a la part sociale qui, elle, quand on sort de la coopérative, elle revient entièrement sans intérêt. Mais il y a les parts privilégiées où c'est ces parts privilégiées-là que les travailleurs font pour racheter la coopérative. Et ces montants-là peuvent être mis dans des RIC où est-ce qu'ils ne sont pas imposables à 100%. Alors, c'est quand même très intéressant. Là. Puis ce qui me plaît aussi, là, puis tu vois, là tu parles de tes collègues, que tu n'as pas une spécialité en tout, puis c'est correct, c'est transparent, mais c'est de voir que vous-même, à l'intérieur de la CDRQ, vous travaillez dans un modèle coopératif parce que vous avez différents chapeaux sur lesquels vous avez peut-être plus d'affinité puis plus de spécialité, mais vous travaillez en équipe à l'intérieur du dossier. Là. Oui, tout à fait. Nous-mêmes, on est une coopérative. Notre structure, on est une coopérative. Je suis moi-même membre de la CDRQ, tout comme mes collègues. Et puis, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Chacun, on a un service juridique, on a 2 notaires et puis un avocat. On a, comme je disais, une personne qui est membre des comptables agréés aussi. Et puis, toutes les autres au niveau organisationnel qui ont des compétences très présentes et puis probantes aussi. Là. OK. Merci. Dis-moi, Michel, quels sont les écueils, les pièges à éviter dans un mode de transformation d'un modèle conventionnel, traditionnel, à un modèle coopératif? C'est de vouloir faire les choses trop rapidement. Ça, c'est la première des choses, parce que si on voit ça comme une formule miracle, là, les gens vont quand même trouver que l'accompagnement est nécessaire et que le tout ne se fait pas nécessairement là, dans un claquement de doigts. C'est pour ça que je reviens au point que Charles disait tantôt. Le premier écueil, c'est quand même, il y a quand même un travail de démystification. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il en demeure pas moins qu'il y a des gens qui, nous ici, on est convaincus, là, mais il en demeure pas moins qu'il y a des gens qui ont encore peut-être malheureusement là, des mythes par rapport au modèle coop. Ouais. Donc, il y a des dirigeants qui vont se fermer à cette opportunité-là, simplement parce que les candidats ont d'eux. Et ça, pour moi, c'est le premier écueil. Donc, un énorme enjeu de sensibilisation qui ça doit être encore fait, malgré le fait qu'il y a des entreprises d'une grande renommée qui sont des coopératives et que malheureusement, les gens seraient encore excessivement surpris de le constater. On en avait parlé, je pense, lors de notre première rencontre. Mais ça, c'est important. Et même au niveau des employés aussi. Lorsque j'ai été au sein d'une organisation il y a une dizaine d'années maintenant, puis qu'on parlait de transfert sur le mode coop, il y a même des employés qui n'étaient pas trop sûrs, qui n'étaient pas nécessairement convaincus. Donc, c'est un peu, il y a encore ce défi-là. Et ça, à ce moment-là, il faut vraiment là, qu'au niveau de ceux qui ont des rôles proactifs à jouer, ça, il ne manquera pas de boulot de ce côté-là. Il y a encore un besoin, ça m'apparaît évident. On l'a mentionné tantôt, j'y reviens, celui du lâcher-prise. Ça, c'est un écueil fondamental. Je ne repasserai pas encore beaucoup de temps là-dessus, mais simplement pour réitérer que ce lâcher-prise-là se doit d'être compris
de la part des actionnaires ou du cédant au début même du processus de transfert. Si ça, c'est pas clarifié et tout simplement parce qu'on veut arriver à faire un closing, malheureusement, le closing, il peut se faire, mais je plains la transition. Et ça, à ce moment-là, ça risque d'être pas joli. Donc, dans ce contexte-là, il y a un gros travail qui est à faire de ce côté-là. On en parlait tantôt au niveau du financement, s'assurer que la coopérative, lorsque l'entité légale va être constituée, va être suffisamment capitalisée là, pour l'acquisition là, de l'avoir de l'entreprise. Ça, malheureusement, c'est peut-être des choses qui, on se dit, ça va se faire, oui, mais de rencontrer plusieurs partenaires financiers pour y arriver. Je dirais pas que c'est un écueil, mais quand même, là, c'est un dossier qui doit être bien préparé. Et dans ce contexte-là, d'avoir un accompagnement là très, très de proximité, je réitère encore l'organisme que Charles dirige, ça m'apparaît fondamental. Non pas que c'est ardu et mission impossible, mais il faut que les choses soient bien faites. Il faut aussi que ceux et celles qui vont devenir propriétaires de la coop, c'est-à-dire les membres, en soient pleinement conscients. L'autre écueil, c'est peut-être la difficulté de la gouvernance. Il y a un changement de culture, il y a un changement de façon de voir, et puis on me permettra d'être un petit peu méchant, là. C'est facile de dire à un patron, tu me dois ci, tu me dois ça. Mais là, maintenant, c'est toi qui dois. Tu dois aux autres, puis tu dois aussi à toi-même. Ouais. Parce que la décision que tu prends te concerne. Donc, dans ce contexte-là, c'est un changement de culture. Est-ce que les employés, certains possiblement le comprennent, mais du moins la formation m'apparaît essentielle. Une bonne compréhension m'apparaît, une maîtrise m'apparaît importante. Et soit une formation continue pour la suite ou ça m'apparaît indéniable. La transition des responsabilités aussi. On parlait de lâcher prise, sur au niveau de l'état d'esprit, mais au niveau de la transition progressive, je reviens donc avec mon plan de transition. À ce moment-là, c'est important d'avoir pu décaler dans le temps chacune des étapes de manière à ce que chaque fonction, les rencontres avec les tiers, les fournisseurs, les intervenants, etc. Bref, tout ce qui s'appelle l'aspect opérationnel de l'entreprise et qui, pour la nouvelle quantité légale, demeure la même. On parle des opérations de l'entreprise, mais c'est au niveau des responsabilités. Là, maintenant, c'est moi qui gère. Donc, d'avoir un cadre qui permet de pouvoir s'assurer que le tout va être fait adéquatement. Moi, je dis c'est un écueil parce que malheureusement, je trouve que le côté transition n'est pas suffisamment bien préparé. Donc, dans ce contexte-là, ça m'apparaît être un écueil. Et puis, ne pas avoir peur, je le réitère, on l'a dit tantôt, le soutien externe ou à l'interne. Je dirais pas tout de suite soutien externe. Prenons la peine de regarder à l'intérieur. Charles et toi, vous le disiez tantôt, il y a des ressources à l'interne là, au niveau des nouveaux membres. Il y a des compétences là, oui, qui peuvent facilement se transposer et puis devenir des ressources internes pour faciliter la gestion de l'organisation. Ça, on n'a pas nécessairement toujours ce réflexe-là lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. On fait le plus qu'on peut faire par nous-mêmes, puis à la fin, si jamais ça va mal, on ira vers une ressource externe. Malheureusement, on attend des fois toujours trop tard. Mais il en demeure pas moins que de pouvoir faire un premier diagnostic des forces et faiblesses, mais des forces et des compétences à l'interne. Sinon, il faut absolument voir, puis on l'a expliqué tantôt, c'est pas un défaut de demander un soutien externe. Ouais. De un, ça va durer beaucoup moins longtemps que de pouvoir corriger une situation. De deux, côté financement, ça va être beaucoup moins onéreux. Et de trois, éventuellement, il y a une relation de confiance qui se fait. Et puis, c'est pas rare de voir qu'à un moment donné, le consultant ou le professionnel à l'externe, OK, 15 minutes, dis-moi c'est quoi, là, puis tu me paieras un café. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et moi, je dirais, pour moi, c'est les principales écueils que je vois et qui, lorsque bien gérés, finalement, peuvent faciliter grandement le processus de transfert. Oui, puis on l'a abordé tantôt, puis tu viens d'y toucher encore une fois. Là, tu parles de changement au niveau de la gouvernance, puis changement au niveau de la culture, mais il y a un changement au niveau de la posture. Okay? Puis c'est ce que tu touches. Là. Fait que, écoute, il y a un exemple qui m'était donné dernièrement, c'est quelqu'un qui vient de vendre son entreprise à 5 employés. Donc, c'est pas une coopérative, mais ça devient 5 actionnaires. D'accord.
Dans les 5 actionnaires, il y a une personne qui était déjà actionnaire auparavant, minoritaire, mais là, il y a 4 nouvelles personnes qui viennent de se greffer à l'équipe, à l'organisation. Et là, ces 4 nouvelles personnes-là continuent d'agir et d'interagir comme actionnaires, mais avec une pensée d'employé. Ah là là, Et là, c'est compliqué à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est important, tu sais, la gouvernance, les règles, les mesures, le travail que ça nécessite, les réflexions que ça nécessite. Et ce que je vois là, dans l'exemple que je suis en train de te donner, c'est justement à l'inverse de ce qu'on est en train de discuter, la préparation. Et voilà. La préparation. Et voilà, préparation. Puis, lorsqu'on parle de préparation, je revenais à... Parce que la première fois, on n'avait pas parlé de coaching. Non. On n'en avait pas parlé. Mais dans ce cas-ci, les 4 employés en question, là, ça aurait été une nécessité en amont pour s'assurer de déterminer, parce que parmi les 4, parce que, tu sais, devenir dirigeant, tu parlais de posture avec raison, ça veut dire un état d'esprit. C'est pas mauvais, puis c'est pas méchant, puis c'est pas un handicap de pas l'avoir. Il y en a qui, finalement, de nature, ont un tempérament qui leur permet en amont de pouvoir bien jouer ce rôle-là. Puis ça peut s'apprendre. Mais il faut aussi en amont déterminer est-ce que c'est pour moi. Je revenais, c'est pas simplement pour le cédant, tantôt, lorsqu'on parlait de dire est-ce que c'est pour moi le modèle coop ou est-ce que ça convient à mon entreprise? C'est aussi pour ceux qui vont devenir propriétaires et qui vont être partie prenante de la coopérative. Et tu vas jouer un rôle là, maintenant. Là. Ton rôle, ta posture, ton état d'esprit. Oui, ça peut se transformer, mais jusqu'à quel point? Il y en a... moi, je connais des gens qui ne seront jamais faits pour ça, puis c'est correct. Pourtant, c'est des PhD, là. Ouais. On s'entend, c'est pas que c'est pas brillant, c'est pas ça. C'est une mentalité, c'est une manière de voir. Donc, à partir de là, de quelle manière le rôle va peut-être être réattribué au sein de la coopérative aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a d'autres fonctions. Mais c'est tout ça, là. Quand on parlait de coaching, c'est quoi le profil de chacun de ces 4-là? Voilà, en tout cas, on pourrait parler des heures rendu là. Tout à fait. Et il y a des outils et des ressources qui sont appropriés. Oui, Charles? Ben, juste, si tu permets, François, en complément à ce que Michel dit, parce que je trouve c'est des points assez capitaux, je dirais, importants, majeurs. Un entrepreneur qui est tout seul, un entrepreneur qui se lance en entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques et qui a une vision sur des opportunités à aller chercher. Tandis qu'en coopérative, c'est vraiment le groupe au complet qui risque ensemble. Ouais. Mais le risque est atténué, quoi, est aplani parce que c'est un membre, un vote. C'est la même, c'est ça, c'est pas sur toutes les épaules d'une personne, quoi, que tout ça repose. Fait que c'est une des différences majeures, je dirais. Puis ça s'inscrit bien aussi, je suis pas, c'est pas mon métier là au niveau d'aller déceler des points psychologiques ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, souvent, ça s'applique bien à des plus jeunes générations parce que ils ont pas qu'ils sont moins risqueuses, mais ils ont habitué à travailler un peu plus en collégialité, ensemble. Ouais. Fait que ça se prête bien justement à des. Et puis bon, ils aiment ça plus. Justement, comme je dis, c'est pas mon métier, là, mais on constate, disons, de l'extérieur que peut-être les plus jeunes générations sont plus collégiales dans leur façon de travailler, puis il y a un aspect ensemble, là. Oui, puis il y a la fameuse expression qui dit seul on va plus vite, en équipe on va plus loin. Exactement. C'est bon. Hein? Tout à fait. Là, je prends des cordes sensibles chez toi. Ça a été démontré aussi, là, je me souviens plus c'était quoi l'étude, que l'être humain, fondamentalement, est coopérateur. Coopérateur dans le sens que a besoin de travailler avec d'autres personnes, de travailler ou de faire quelque chose avec d'autres personnes. C'est intrinsèque à l'humanité même. Alors, les valeurs coopératives même sont purement humaines à quelque part. Oui. L'être humain est un être de société. Exactement. Un être de société. Simplement pour enchérir. Oui, vas-y. Lorsqu'on revenait tantôt, lorsque je disais tantôt que l'importance à ce moment-là de bien préparer le cédant en amont, c'est lorsqu'on parle aussi au niveau, je dirais pas des chocs générationnels, mais on va s'entendre là qu'il y a une différence de vision du monde entre une personne qui a créé sa propre entreprise, qui l'a mené de main de maître là, pendant 30-40 ans, qui a 75 ans, et des jeunes qui ont 25-28 ans et puis qui veulent collectivement acquérir une entreprise. Là, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Et dans ce contexte-là, oui, c'est vrai qu'on a des cédants qui actuellement font encore partie de la génération là, du premier Québec Inc. Mais il en demeure pas moins que c'est drôle. Lorsqu'on va un peu plus en région, puis on tombe avec les entreprises familiales,
il y a quand même une collégialité, là. Je parlerai notamment au niveau du secteur agricole, où finalement, c'est le père et les enfants. Et là, on parle d'une reprise familiale. Et là, à ce moment-là, ben là, les enfants sont quand même moindres qu'avant en termes de nombre. Et là, il y a une ouverture qui se doit d'être faite. C'est quand même fascinant de voir qu'au niveau des secteurs d'activité, par moment, il y a certains secteurs qui sont déjà plus, comment dirais-je, plus ouverts ou plus enclins au mode coopératif peut-être que d'autres. Et donc, simplement, l'approche peut être un peu différente selon le secteur d'activité dans lequel le modèle coop va être implanté. Donc, il y en a que c'est un travail ardu ou est-ce que c'est du rock. Il y en a d'autres que finalement, il y a peut-être, je parlais du secteur agricole, oui. Il y a des semences qui sont déjà faites un petit peu. C'est bon. Ouais. Merci. Dis-moi, Charles, on parle de plus en plus de l'achat local, puis particulièrement dans un contexte où on voit, les guerres tarifaires, là, entre autres avec notre voisin du Sud. Là. Donc, les gens se tournent de plus en plus vers l'achat local comme réflexe économique. Maintenant, mais comment l'achat local peut-elle se positionner comme étant une stratégie pour favoriser le développement durable? Bien, c'est une très bonne question parce que fondamentalement parlant, une coopérative, c'est du monde qui vont consommer à la même source du produit ou du service qui se donne ensemble. Ouais. C'est fondamentalement parlant. Fait que, par le fait même, des coopératives vont essayer de coopérer ensemble pour consommer ou acheter les produits ou services que d'autres coopératives peuvent faire. Fait que, par définition, ça s'inscrit exactement dans réponse à ce qu'on vit présentement au Canada. Alors, on le voit par définition, on se dit, on va essayer de consommer plus des produits québécois, des produits locaux, des produits canadiens. Par le fait même, on coopère ensemble directement. On va essayer de mettre moins de restrictions au niveau du transport des marchandises ou des biens, même des personnes au niveau du Canada. Par le fait même, c'est de la coopération, par définition. Oui, tout à fait. C'est pas une coopérative en tant que telle, mais c'est de la coopération. C'est de la coopération. Puis on soutient le coopératif, on soutient le local. Exactement, exactement. Et ça soutient une économie qui va être plus durable également. Là. Ça la soutient, puis ça la renforce. Ça la renforce, puis par le fait même, ça la projette dans le temps avec des nouvelles opportunités pour être capable de les prendre aussi par le fait même, au lieu de juste agir en pompier, puis de répondre à ce qui se passe dans des délais très courts, quoi. Oui, puis c'est ça de la bonne gouvernance, de la bonne gestion. Oui, puis tout à fait. Puis en souhaitant, parce que moi, je pense que, au niveau des tarifs là, qui arrivent tout de suite, je pense que dans les faits, c'est une bonne chose pour notre économie. Parce que ça vient relever le fait de ce qu'on est en train de discuter, de regarder au niveau local qu'est-ce qu'on produit, puis comment on peut avoir de très bons produits, puis une très bonne économie qui est saine, OK, en priorisant ce qui se passe à l'intérieur du pays puis de la province. Tout à fait. Ben, l'être humain, par définition, on essaie toujours d'aller dans la facilité, oui. Mais en même temps, de se faire brasser un peu de l'extérieur, je pense que ça peut avoir faut le voir comme une opportunité aussi. Une opportunité. On parle des marchés intérieurs au Québec, au Canada, mais il y a tous les marchés en Afrique aussi là, qui sont à développer, qui ont une multitude d'opportunités là aussi, qui s'inscrivent dans des bases coopératives aussi par le fait même. Oui, puis je regardais des chiffres dernièrement, puis on parle entre autres, la plus grande clientèle touristique pour nos voisins du Sud américains, c'est les Canadiens. Et on voit déjà là que tu sais, on annonce des chiffres là, qui sont exorbitants, plus de 30% des gens qui ont changé le destination vacances. Mais ça, c'est des personnes qui vont consommer au Québec, là, au Canada cette année. Là. Absolument. Donc, c'est un impact vraiment magistral. Là. Oui, ça va être intéressant de voir les chiffres là, dans quelques mois après les vacances estivales. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Dis-moi, Michel, tu sais, on a parlé de coaching tantôt, mais en termes de coaching, en termes de leadership durable, puis j'inscris ça dans résolution et discussion par rapport à des conflits potentiels. Là. OK, dans un cadre de processus d'entreprise, y a-t-il autre chose à ajouter de ce qu'on a discuté tantôt, OK, pour faire en sorte que, tu sais, que ça puisse se faire en douceur, là? Je pense que c'est que je verrais ça comme un méga gros diagramme de Venn. En fait, tu as le coach, ensuite, tu as qui s'incarne dans un leadership durable. Et ici, ça, c'est bien fait. Peut-être qu'on n'aura pas tant besoin d'avoir un médiateur ou une résolution de conflit. On aura mis en amont les ingrédients nécessaires pour les éviter.
Moi, je te dirais que pour le coaching particulièrement, l'alignement sur la mission, l'alignement sur les valeurs, ça doit d'être fait tant auprès du cédant qu'auprès des repreneurs ou ceux et celles qui veulent acquérir l'entreprise. C'est fondamental. Je le disais tantôt, c'est le canevas. C'est ce qui permet de s'assurer de rejoindre cette notion de pérennité, de durabilité. C'est ce qui caractérise la dimension coop. Donc, si le coach est en mesure de pouvoir influer sur la réflexion, la démarche, parce que c'est pas quelque chose qui devient naturellement. Il faut aussi être capable de nommer les choses. Donc, si dans la mesure où le coaching peut amener cette démarche-là et amener donc les différentes parties, parce que moi, c'est pas le coaching n'est pas simplement où le coach n'a pas uniquement un rôle auprès du cédant, il l'a aussi auprès de ceux qui ont le projet de pouvoir implanter la coopérative, c'est d'arriver à une convergence sur ce que j'appelle les éléments plus macro entre les deux parties. Ça, c'est ce que j'appellerais, moi, le socle qui te permet ensuite de pouvoir travailler à mettre en place un processus de transfert d'entreprise. Si tu n'as pas ça, si les gens ne s'entendent pas sur les éléments fondamentaux, il n'y aura pas de transfert de possible. Chacun aura sa propre perception. Puis, encore une fois, on va tomber simplement dans une vente point final. Le cédant n'aura même pas un intérêt à pouvoir poursuivre dans un cadre de transition. Et si on ne le fait pas, à ce moment-là, on n'est pas dans un cadre de leadership durable. Parce que ton leadership durable tient compte de 3 éléments fondamentaux, je dirais 4. Il faut qu'il tienne compte d'une vision environnementale, sociale, économique, et tout ça dans un cadre de gouvernance. Il faut que ce soit à l'intérieur de ces 4 prémices-là. Et c'est ce que c'est que le leadership durable. C'est pas... quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi la différence entre un leadership conventionnel? Il n'y a rien de nouveau pour moi. C'est simplement une question d'avoir priorisé ces éléments-là. De tenir compte que la prise de décision que je vais prendre, que ce soit comme cédant et ou comme dirigeant de la coop, auront des répercussions à court, moyen et long terme dans le temps. On revient donc avec la notion de pérennité. Donc, ton coaching, s'assurer donc d'avoir l'ancrage, une concordance des missions, vision, valeurs, et du même souffle, que ça peut s'incarner dans les valeurs. Je reviens donc au niveau du développement durable. Les critères ESG, on ne s'en sort pas parce que c'est par ça qu'on est en mesure de pouvoir adhérer à une durabilité du projet et une projection dans l'avenir. Si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Et donc, ça veut dire quoi, ça? C'est qu'au départ, et là, on revient avec l'aspect médiation quand je parlais de transparence et de communication, c'est pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut que l'accompagnement soit fait de manière à ce que les gens puissent être libres de pouvoir exprimer leur bien-être et leur mal-être par rapport au processus et par rapport à certaines compréhensions du processus qui est en cours. Et par la suite, si c'est fait dans une perspective où on tient compte des impacts au plan environnemental, le rôle que l'entreprise a actuellement et est-ce qu'elle aura une volonté de s'améliorer dans ce secteur-là, au plan social, qu'est-ce qu'elle représente pour la communauté, notamment. En termes de gouvernance, on parle de gestion, d'opération, donc de transparence à cet effet-là, et de prospective au niveau économique, comment je me projette. Ben, à ce moment-là, dans la mesure où le tout est bien expliqué, bien exposé et bien échangé entre les parties, c'est à ce moment-là qu'on pourra être en mesure de pouvoir se projeter, arriver à faire une transaction qui va être en bonne et due forme. Et à ce moment-là, ben, si c'est bien fait, souhaitons-le. C'est malheureux pour les médiateurs, mais à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir tant de problématiques que ça. Bien évidemment, il y en aura toujours, mais c'est un rêve. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les éléments de fond. Donc, quand je parlais des diagrammes de Venn, là, au niveau des 3 éléments, c'est à ce niveau-là que ça se rejoint. Communication, durabilité, pérennité. Et il faut avoir à chacune de ces étapes-là. On a parlé beaucoup depuis le début tantôt de gouvernance. OK? Puis quand j'arrive à parler de gouvernance, entre autres avec certains clients, là, j'ai l'impression d'être un extraterrestre puis de parler de quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais dans des mots simples, là, comment tu pourrais décrire c'est quoi la gouvernance dans une entreprise? C'est la gouvernance dans une entreprise. Sais-tu que c'est une bonne question, vite comme ça? Vite comme ça. La gouvernance dans une entreprise, c'est ce qui la fait vivre. Fondamentalement, c'est ce qui la fait vivre. Si ça, on n'a pas compris ça, on n'a donc pas compris que faire vivre une organisation, c'est tout ce que ça implique comme engagement, c'est tout ce que ça implique comme être dédié,
C'est tout ce que ça implique comme décision pour assurer la pérennité. On parle de vision. Bref, c'est tout. C'est ce qui l'a fait vivre. Outre ça, on peut gérer pour gérer. Mais si on n'est pas conscient que des implications, que on n'est pas conscient des conséquences des décisions que l'on prend, écoute, on n'a pas d'affaire là, tout simplement. Là. C'est vrai, c'est dans ce sens-là, faire vivre. Oui, puis c'est des règles et des conséquences aussi. Ça met un cadre. Ben voilà, okay? Évidemment. Ça met un cadre, puis ça permet de pouvoir avoir une ligne directrice sur laquelle tout le monde se rallie. Et si on fait défaut de se rallier, ben à ce moment-là, ben écoute, on respecte plus les règles, donc ça devient une atteinte au mode de fonctionnement de l'entreprise. Très clair, très clair. Je te rejoins parfaitement. Ah oui. De donner les grandes orientations avec les outils pour y arriver. Oui, tout à fait. Une autre question pour toi, Charles. Mm-hmm. Si tu avais un message, pas deux, là, un message à transmettre aux jeunes entrepreneurs, puis on parlait des nouvelles générations tantôt, là, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes dirigeants qui envisagent de repenser le modèle d'affaires. Mm-hmm. Okay? Qu'est-ce que tu lui dirais sur l'importance de repenser la façon de voir les choses, de repenser les modes d'affaires? Ben, de repenser en coopérative. C'est sûr que je vais avoir ça. Tu vas prêcher pour ton clocher. Écoutez, en fait, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. Plus souvent qu'autrement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques puis qui voit des opportunités là où est-ce que les autres n'en voient pas. Et de le faire de façon collective, en groupe, ça permet d'y arriver plus facilement, d'une façon plus smooth, parce que le risque est partagé, justement. Ouais. C'est le message, allez-y parce que ça vaut la peine. C'est une structure organisationnelle, entrepreneuriale qui existe depuis je dirais, la nuit des temps, mais particulièrement ici au Québec, ça existait même avant Desjardins, avant le mouvement Desjardins. Fait que c'est quelque chose une structure qui a fait ses preuves. Et puis, des organisations comme nous, la CDRQ, puis d'autres partenaires, on est là justement pour vous appuyer dans la mise en place de ça, quoi. Oui, puis j'ai une autre question pour toi, puis Michel l'a soulevé tantôt. Il l'a effleuré, il a effleuré le sujet, mais est-ce qu'il y a certains secteurs d'activité, parce que tu parlais de certains secteurs d'activité économique, est-ce que la structure coopérative a plus de potentialité à l'intérieur de certains secteurs d'activité qui se prêtent mieux au modèle coopératif? Ben, en réponse directe, je dirais non. Ça s'applique à tous les secteurs comme tels. De facto, on pense toujours au modèle, mais aux organisations plus agricoles ou dans le milieu agricole, agroalimentaire. Il y a le milieu financier aussi ou même des assurances avec Promutuel. Mais vous prenez juste à Québec, il y a une coopérative qui existe qui s'appelle Baseline, qui est en intelligence artificielle. Ça peut pas être plus actuel. Ouais. Ils ont une équipe vraiment, en fait, leur équipe, les membres sont vraiment très dynamiques avec la direction générale. Il y a une coopérative d'électriciens. On m'a rapporté qu'il y a même des électriciens qui aimeraient être membres, mais que ils n'ouvrent pas au membership à chaque semaine, quoi. Ouais. Mais des électriciens voient les avantages qu'ils ont à être membres de la coopérative comme membres travailleurs, et puis ils refusent le membership. C'est dire que ça fonctionne. Je reviens à d'autres exemples aussi. Les Packers de Green Bay aux États-Unis sont détenus par une coopérative. C'est un club de football professionnel. Oui, dans la ligne. Les Nordiques de Québec auraient pu être rachetés par nous qui se mettent, qu'on met, je sais pas, $100, 500, j'en ai aucune idée à l'époque. Mais on aurait pu racheter l'équipe sous forme coopérative et puis il sera encore ici? Ben oui, imaginez l'impact socio-économique depuis. En plus, l'année d'après, on aurait gagné la Coupe Stanley. C'est peu dire. Ça s'applique à toutes sortes d'entreprises. Il s'agit que les gens se mettent ensemble. Tu as des coopératives d'habitation où est-ce que les coûts d'habitation sont moindres que sur le marché? Parce que c'est l'effet, on dit vulgairement, c'est l'effet coop, mais c'est l'effet justement de répondre aux besoins des membres. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, c'est une coopérative d'habitation. Il y en a dans toutes les sphères, quoi. Les coopératives alimentaires, tu as des IGA coop qui sont bien connus dans la région de Québec. Mais les gens ont toujours une ristourne. Ça fait qu'ils ont une grosse économie en bout de compte annuellement qui leur reviennent. Fait que leur coût alimentaire est diminué. Ça répond à leurs besoins, etc., etc. Là, je pourrais en nommer
t'as une coopérative, les librairies indépendantes du Québec qui sont très indépendantes. C'est un logiciel, en fait, je dis sans rentrer dans les détails, mais ils regroupent justement toutes l'offre de livres de différents libraires indépendants qui sont sur Internet et puis qui peuvent, que les membres ont accès, etc. Oui, puis je pense que les Québécois auraient fait un méchant bon investissement en gardant les Nordiques à Québec. Oui. Quand on regarde le coût d'une franchise... Imaginez. Puis je regardais, là, c'est les Lakers de Los Angeles là, qui vient d'être vendu apparemment pour 10 milliards de dollars pour une franchise. Là, de Moi, à l'époque, j'étais au secondaire, j'étais comme un petit cul, excusez l'expression. Mais déjà, j'avais été un peu éduqué à c'est quoi une coop, puis je m'étais dit, il me semble que ça pourrait se faire, mais bon. Ouais. C'était pas moi. J'avais pas ce mandat-là à l'époque. Mais oui, effectivement, c'est ça. Encore là, je dis, imaginez l'impact socio-économique dans la région de Québec, au Canada, partout qu'on aurait eu avec que les Nordiques demeurent encore. Tout à fait. Ça fait travailler des gens. Je veux dire, le centre Vidéotron a été probablement construit plus tôt, avec moins de fonds du gouvernement, etc., etc. Tu sais, c'est de voir tout l'aspect économique aussi autour de ça, quoi. Oui, puis sans compter que le fait d'avoir deux équipes qui sont au Québec, mais on sait qu'au niveau de la compétition, ça amène les organisations puis les têtes dirigeantes au niveau des organisations à travailler d'une façon différente aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est un point qui est important. Question pour toi, Michel. On a parlé beaucoup d'émotions tantôt. Avant tout, ce sont des êtres humains qui se mettent en action. Et qui dit être humain dit un être d'énergie puis un être d'émotion. Donc, dans le cadre d'une transmission de pouvoir collectif, comment tu travailles? Y a-tu des outils de coaching ou des outils de transformation ou des méthodes que tu utilises, que tu préconises pour faciliter justement cette transition-là? Je dirais que la méthodologie que j'utilise ressemble quand même pas mal lorsque je fais une médiation. Il y a beaucoup d'éléments qui sont similaires, ne serait-ce que ce que j'appellerais caucus ou finalement j'appelle ça mes rencontres individuelles. Il faut comprendre que la personne qui cède, c'est quand même un deuil. C'est un deuil. On aura beau dire, on aura beau faire, que ce soit une obligation pour des raisons de santé, au plan familial ou peu importe, ou que ce soit une décision d'affaires pure et simple, il en demeure pas moins pour que la petite et moyenne entreprise, à ce niveau-là, c'est souvent un deuil. Donc, ça nécessite des rencontres individualisées. Moi, je préconise encore ça. J'évite autant que c'est possible, j'évite là les rencontres, je préconise les rencontres en personne. Vraiment. Vraiment, parce que écoute, il y a du non-dit devant un écran d'ordinateur qui va toujours transparaître et malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'aborder alors que face à face, c'est deux réalités complètement différentes. Ça m'apparaît important. Puis moi, j'essaie souvent d'amener un cheminement pour que la personne comprenne, pour que les actionnaires comprennent que c'est pas une perte. C'est que surtout si on va vers une nouvelle entité légale, et je dirais peut-être qu'à ce niveau-là, c'est plus facilitant psychologiquement parlant, lorsque l'entreprise se transforme en coopérative ou si c'était une autre entité, je peux parler de transformation. Je peux parler de continuité. Ton entreprise ne va pas s'arrêter là. Elle se transforme vers quelque chose de mieux. Donc, cet élément-là, moi, en tout cas, c'est la première des étapes. Il faut passer à travers ce deuil-là. C'est pas un claquement de doigts, puis ça va demeurer, ça va s'atténuer, mais au moins que la personne soit en démarche pour y arriver. Ça, c'est le premier point. En même temps, lorsque je parle de transformation, je parle en même temps de visualisation. Et de faire comprendre au cédant puis à la cédante, et ça, c'est un message que je transpose aussi, c'est que tu as la possibilité de pouvoir contribuer à un nouveau rôle, à une nouvelle manière de faire de l'entreprise, auquel, finalement, si ce n'était qu'une vente, tu n'aurais pas un mot à dire. Parce que, je le réitère, la transition versus la transaction, c'est qu'il y a une durée dans le temps pour le cédant pendant une certaine période. Donc, c'est implicite en même temps à faciliter le lâcher-prise. Donc, dans les deux cas de figure, donc c'est à la fois, oui, le deuil,
Mais à ce moment-là, c'est beaucoup un accompagnement de proximité. Donc, c'est de transposer le deuil en transformation et cette transformation-là vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus auquel l'entrepreneur va être capable de contribuer. On parlait d'émotion, c'est ça. Je parle pas de cash, je parle pas de rien de ça. On n'en est plus là, la transaction, elle est faite. Oui. Donc, on est ailleurs. Et à ce moment-là, je reviens toujours avec mon dada, ça va faire peut-être la 4e fois que je le mentionne, mais c'est toujours plus rassurant pour un chef d'entreprise de constater que tout ce processus-là est encadré. Et je reviens, je suis tannant avec ça, mais je reviens avec le plan de transition. Oui. C'est psychologique aussi. C'est pas simplement une question comme une question d'ordre comptable, qui est essentiel, c'est pas ça. Mais le simple fait que tout soit encadré, et on comprend le pourquoi maintenant de cet outil-là, et que là, ce dont je viens de te parler peut s'inscrire implicitement dans cette démarche-là, c'est rassurant. Et ça donne cette impression que oui, je contribue à la continuité, mais en douceur, graduellement et de manière prévue dans le temps. Oui. Ça implique ça implique cette recherche de certitude ou de pouvoir être rassuré. Parce que oui, le chef d'entreprise quitte, mais il en demeure pas moins que face à l'avenir auquel l'entreprise doit faire face, même s'il est en confiance avec les nouveaux acquéreurs, il en demeure pas moins que ça demeure émotionnellement son entreprise. Donc, l'importance que le tout peut se faire de manière la plus rassurante possible. Ça, c'est une trame de fond qui est omniprésente dans mes interventions. Puis, inévitablement, ben là, il faut aussi que je fasse comprendre que, écoute, si ces gens-là ont pris l'intérêt de pouvoir acquérir ton entreprise, c'est qu'ils et elles veulent qu'elle puisse durer dans le temps. Oui. Je reviens avec cet élément de leadership durable, pérennité, durabilité, et ça aussi, ça fait partie du discours. Et pas que je dis du discours. C'est beaucoup plus qu'un discours, là. C'est de l'ADN de l'entreprise, mais on comprend mon propos, là. Ouais. C'est important de le rappeler, de le souligner, de le mettre en lumière, ça. Ça, c'est fondamental. Et donc, c'est de revenir, donc, à chacune des étapes, inclus dans le plan de transition, c'est de tenir compte de ces éléments-là, qu'à chacune des étapes, il y a un rappel qui est fait et on le met dans ce contexte-là. Lorsque c'est fait de manière adéquate, d'une manière soutenue, et je réitère encore de ne pas avoir peur d'être accompagné. Je parlais de coaching tantôt, ça peut être médiation, peu importe, professionnel de l'équipe de Charles et autres. Dans la mesure où il y a cette ouverture-là qui est manifeste de la part du cédant, je pense qu'on a les ingrédients gagnants. Moi, je le fais tant au niveau, je le fais notamment au niveau, j'ai une bleuetière actuellement, c'est une entreprise sur laquelle je travaille pour le transfert. Et puis là, ben maintenant, il y a une orientation qui a été prise. Les gens savent qu'ils peuvent me contacter. Il y aura peut-être à l'automne, l'été, ça risque d'être silence. Mais c'est correct. Il y a un lien qui est continu. Puis c'est inscrit dans le contexte et le cadre que je viens de t'expliquer tantôt. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Charles, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui hésite, j'ai effleuré le sujet avec Michel tantôt, mais un entrepreneur qui hésite par peur de perdre le contrôle face à transférer son entreprise à ses employés? Qu'est-ce que tu mettras en lumière par rapport à sa peur de perdre le contrôle? Je dirais, d'abord, ultimement, on n'a jamais le plein contrôle, surtout. Là, on le voit, ces semaines-ci, ces mois-ci, avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud, qu'il y a toujours des impondérables qu'on n'a pas le contrôle. De deux, c'est justement un entrepreneur qui, en fait, la question sous-entend un entrepreneur qui veut vendre. D'un, le fait que ce soit un groupe de personnes qui rachètent sous forme d'une coopérative, ça diminue le risque aussi. C'est connu qu'une coopérative qui rachète une entreprise, la personne qui vend son entreprise est beaucoup plus assurée de recevoir 100% des fonds de la vente. Parce que si c'est vendu à un privé, et ça a été vu, ça aussi, c'est des choses qui sont plus ou moins dites ou étalées publiquement. Mais souvent, dans les ententes, ça dit, il y aura un dernier versement de, 20-25% sur les bases des états financiers ou des ventes. Puis là, tu arrives après, à la fin du premier 12 mois après la vente, et puis les ventes sont pas là pour X raisons, parce que justement, il y a des trucs incontrôlables. Et puis là, la personne, le groupe de personnes qui ont racheté, mais pas en coopérative, disent, en fait, ils disent rien, ils s'en vont, puis ils ne paient pas le dernier versement.
Tandis qu'un groupe en coopérative, c'est plus, sans être public, mais c'est plus, c'est plus officiel. Fait qu'ils ils pourront pas se cacher parce que la coop est gérée justement par les lois coopératives. Il y a des lois qui encadrent tout. Alors, c'est mieux défini, quoi. Fait que la personne qui vend à une coop est beaucoup plus sûre d'avoir 100% des fonds. Fait que c'est juste pour démontrer que c'est moins risqué, puis c'est des façons aussi d'atténuer la peur de perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle au final, parce que, bon, c'est l'argent est toujours le nerf de la guerre au final. Oui, puis dans un modèle coopératif, il y a plus de transparence sur les chiffres. Oui, ça revient à ça, en fait. C'est ce que je voulais compléter. Il y a plus de transparence. En fait, c'est ouvert, quoi. Fait que de dire aussi, de se défiler comme quelqu'un qui part ou qui revend lui-même l'entreprise par après, ou que je te paie pas parce que les ventes sont pas là en bout de compte, puis ça s'en va en cours avec des coûts. Fait que le fait qu'il y ait une transparence au niveau coop, ben ça garantit un peu ça aussi. Donc, ça vient rassurer. Oui, ça vient rassurer. Oui, et je voudrais juste renchérir. Quand même un élément, je sors un petit peu de contexte, mais pas tant. Dans le contexte actuel, on parle notamment de diversification des marchés et que le Québec est quand même lié par son propre engagement en termes de gestion des crédits budgétaires et des fonds publics à la lumière du développement durable, 23-28. Le simple fait que le modèle coop est plus enclin, de par sa nature et sa structure, à être au diapason des critères ESG. Lorsqu'on parle désormais de diversification de marché, on parle du marché européen, sachant que ces derniers sont beaucoup plus exigeants au niveau des critères ESG que qu'est-ce qui est exigé ici au Canada et aux États-Unis. Une coopérative qui est en développement économique, qui est en croissance et qui entrevoit de diversifier ses marchés, a davantage de chances à ce moment-là, ne serait-ce que par sa structure, de répondre positivement à des appels d'offres venant d'Europe ou de faire partie de chaîne d'approvisionnement à cause des exigences plus poussées en critères ESG. Parce qu'on parlait de transparence, on parlait de gouvernance. La nature de l'organisation fait qu'elle est davantage prédisposée parce que j'en accompagne de ce côté-là et je vois la différence. Il y a une différence au niveau de la gestion à l'interne, de la gouvernance et les déclinaisons que ça amène. Donc, ne serait-ce que pour ça, une coopérative, là, il y en a de très, très grandes dimensions, là. C'est un élément dont le cédant, qui lui était dans une perspective de développement, devrait peut-être tenir compte dans son analyse lorsqu'il décide de pouvoir sélectionner qui pourrait prendre le relais. Très bien. Dis-moi, Michel, une question pour toi. Si je te dis, peux-tu me résumer en une phrase, la philosophie du repreneuriat collectif? Tu dirais quoi? Je dirais que contrairement à une vente où c'est le profit qui est remis à celui qui l'a vendu, c'est beaucoup plus la transmission de valeur et de pouvoir à ceux et celles qui font fonctionner ou qui permettent à l'entreprise coopérative d'exister. OK. Donc, pour moi, c'est ça la différence. Donc, c'est une transmission du pouvoir et des valeurs aux personnes à l'intérieur de l'entreprise, si on parle coop, qui permettent à l'entreprise d'exister. Au lieu que ce soit un ou quelques dirigeants, c'est vraiment ceux qui permettent à l'entreprise d'avoir son cœur battre, de pouvoir exister. Excellent. Chers auditeurs, ça tire sur la fin. Donc, dans le cas où vous avez des questions, vous avez des points de vue à manifester, je vous invite à les inscrire là, sur la messagerie. Et avant de clore, je te demanderais, toi, Charles, en guise de clôture de notre rencontre, de notre deuxième rencontre, là, quel message souhaites-tu laisser à nos auditeurs? Ben écoutez, le repreneur collectif, la reprise d'entreprise sous forme coopérative, c'est une opportunité à regarder avec attention. C'est une opportunité qui est peut-être mal connue parce que justement, le monde coopératif est peut-être un peu plus... peut-être une certaine humilité, peut-être, là, je me permets de ce mot-là, mais en parallèle, ça démontre aussi la transparence de tout ça aussi, de un. Puis de deux, ben il y a plein d'appuis financiers pour y arriver, là. C'est vraiment... une structure qui gagne à être connue, quoi. Qui est déjà connue, mais qui est peut-être mal connue. Oui, mal connue, qui mérite à être découverte. Oui, tellement. C'est ça.
Et dans ton cas, Michel, toi, ça serait quoi ton message de clôture adressé à nos auditeurs, auditrices? Je dirais aux cédants de ne pas se limiter au niveau des possibilités qui se présentent à eux pour qu'une transaction et qu'une cession d'entreprise, un transfert d'entreprise puisse être fait de manière adéquate. Ne vous limitez pas à ce que vous avez entendu, puis explorez. Et peut-être que le mode coopératif est peut-être une avenue qui répond davantage à vos besoins que vous pouvez l'imaginer. Et de deux, parce qu'il y a aussi à l'interne, donc les employés, ne vous sous-estimez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de PhD là, quand une coopérative ne peut pas s'implanter. Il y a des soutiens. Charles et son organisation, et puis bien d'autres aussi. Donc, ne vous sous-estimez pas. Et au contraire, s'il avait fallu attendre qu'il y ait des doctorats pour avoir des coops au Québec, on n'en aurait jamais eu. Ouais. Donc, ce faisant, regardez-vous, et peut-être que vous êtes des entrepreneurs, puis vous vous ignorez comme tel. Ouais. Prenez-vous la chance d'explorer cette avenue-là aussi. Et c'est quelque chose qui se prépare. Ça s'improvise pas. Là. Et voilà, oui. Se donner le temps pour éviter les erreurs. Ouais. On aura beau parler de médiation, mais ça va toujours mieux lorsqu'un médiateur n'a pas intervenu ou lorsqu'un avocat n'a pas intervenu. Tout à fait. Donc, donnez-vous la chance aussi de bien vous préparer. C'est fondamental. Excellent. Dis-moi, Charles, pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui nous ont regardés ou qui vont nous voir en différé, ils trouvent que tu es un beau bonhomme, tu es bien gentil, puis ils ont le goût de parler avec toi ou quelqu'un de ton équipe. On fait comment pour te rejoindre? Allez sur notre site Internet, la CDRQ, cdrq.coop. OK. Et puis, toute l'équipe là, à travers les directions régionales dont je fais partie, vous nous contactez, dépendamment de votre localité. Et puis, on vous revient assez prestement. OK. Excellent. Ça va nous faire plaisir. Et dans ton cas, Michel, on fait comment pour te rejoindre? Par téléphone, texto 418-868-7230. Je suis jamais plus loin que le téléphone. Ou par courriel, Michel Paradis, @economia, OECONOMIA. Donc, messieurs, je ne vois pas de questions à l'écran, donc je tiens à vous remercier vraiment de votre contribution. 2 belles et 2 magnifiques rencontres bien nourrissantes et divertissantes parce que, tu sais, on a parlé de sujets divers. Oui, on a parlé de modèles coopératifs, mais on a débordé sur le modèle aussi plus traditionnel. Donc, c'est un plaisir de vous avoir, de vous accueillir et merci de votre générosité pour vous prêter à cet exercice. Un plaisir partagé. Un plaisir partagé également, François. Merci. Merci, Michel aussi. Merci, Charles. Merci. Merci à vous et à très bientôt pour un autre Direct Lincoln. Au revoir.